Eh bien, bonjour, nous allons commencer ce débat qui est organisé par Lutte ouvrière. Ça apparaît pas là, mais je vous le dis, c'est Lutte ouvrière qui organise ce débat. Et donc, le sujet, c'est les Libanais confrontés au ravage des calculs impérialistes. Voilà. Alors, le titre donc parle des Libanais, mais levons d'emblée cette ambiguïté. Ce n'est jamais la nationalité qui a protégé quelqu'un contre la misère et encore moins contre les bombes. Donc, même si j'utiliserai le terme libanais, il s'agit du sort de tous les habitants du Liban, que ce soit des réfugiés syriens, palestiniens, travailleuses, domestiques venus d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est. Donc, tous ceux qui ne sont pas assez riches pour échapper à la série de catastrophes qui frappent ce pays depuis des décennies. Et cela à cause des calculs des grandes puissances. Depuis mars dernier, après que les États-Unis et Israël ont lancé leur attaque contre l'Iran, les Libanais subissent une nouvelle guerre impitoyable de la part d'Israël. Cette guerre ravageuse succède à celle menée fin 2024. Le tout sur fond de guerre continue depuis octobre 2023. Il y a donc plus de 2 ans et demi où l'armée israélienne cherche à s'attaquer au Hezbollah libanais, ce parti financé et armé par l'Iran, et qui se donne comme objectif de combattre l'armée israélienne. Mais la puissance militaire israélienne s'abat sur toute la population, notamment celle du sud du pays et du sud de la capitale de Beyrouth, où le Hezbollah est implanté, mais aussi au-delà. Les morts et les blessés se comptent par milliers. Tout y passe, femmes, enfants, journalistes, secouristes, visés de manière intentionnelle. Plus d'1 million de personnes ont dû fuir leur foyer dans le sud du pays, et cela représente 1/5 de la population. Des familles entières, celles qui n'ont pas de quoi payer des loyers et qui dépassent maintenant largement le SMIC. Donc des familles entières sont anéanties sous les bombes dans leur maison, qui n'ont pas pu fuir du coup. Les autres sont contraints à devenir des réfugiés et s'entassent dans des écoles ou sous des tentes dans le reste du pays. Et il s'agit de la 7e guerre menée par Israël que les Libanais subissent depuis 1978. À chaque fois le même scénario, bombardement massif, destruction, massacre, familles jetées sur les routes. Mais disons-le clairement dès le début, les premiers responsables de ce que subissent les Libanais, ce sont les grandes puissances, notamment les États-Unis, mais aussi la France. Ces guerres n'auraient pas pu se faire sans le soutien financier, technologique, diplomatique et militaire qu'ils fournissent à Israël. Et cela depuis sa création en 1948. Les États-Unis ont fait de l'État d'Israël leur allié privilégié dans cette région stratégique et riche en pétrole. Et ce sont les populations de toute la région qui payent encore aujourd'hui le prix de ces calculs impérialistes. Mais l'État israélien n'aurait pas pu mener toutes ces guerres sans avoir réussi à convaincre sa propre population de fournir les soldats prêts à se battre. Et cette cohésion nationale, ils l'ont construite au nom du sionisme, c'est-à-dire cette idéologie nationaliste qui prétend que les Juifs ne peuvent vivre en paix que dans un État qui leur serait propre. Si un tel projet a pu voir le jour sous la forme de l'État d'Israël au Moyen-Orient, c'est d'abord à cause des calculs cyniques de l'impérialisme britannique. C'était lors de la Première Guerre mondiale, les dirigeants britanniques ont décidé de soutenir le projet des dirigeants sionistes parce qu'ils espéraient que ceci serait un point d'appui face à la population locale palestinienne et hostile à la colonisation. Et quand dans les années 1930, les Britanniques ont tourné le dos aux dirigeants sionistes parce qu'ils tentaient de soudoyer les chefs arabes de la région, ces dirigeants sionistes, ont su s'appuyer sur le désespoir des rescapés des camps de la mort en Europe pour recruter des troupes nécessaires à leur politique de guerre ethnique et de chasser les Palestiniens de leurs terres. Et après la fondation de l'État d'Israël, les dirigeants sionistes n'ont pu maintenir cette cohésion nationale qu'en ravivant régulièrement la mémoire des camps d'extermination et en profitant pour y parvenir de l'hostilité des régimes du Moyen-Orient à leur égard. C'est ainsi que le massacre du 7 octobre 2023 perpétré en Israël par le Hamas palestinien, donc il avait fait 1 millier de morts en 24 heures, et il a rendu service à Netanyahou, ce premier ministre israélien qui faisait alors face à une forte opposition et risquait la prison pour corruption. Il est parvenu, à cause des attentats, à retourner l'opinion israélienne à son avantage.
Il a pu ainsi souder les opposants derrière lui et les entraîner dans une guerre présentée comme existentielle, d'abord contre les Palestiniens et maintenant, comme on le voit, contre les Libanais. L'armée israélienne prétend que le responsable de la guerre actuelle au Liban, c'est le Hezbollah. Mais en fait, dès 1978, donc bien avant l'existence du Hezbollah, l'armée israélienne faisait déjà une guerre impitoyable au Liban, et c'était pour soi-disant se défendre face aux combattants palestiniens qui se battaient, eux, pour regagner les terres dont l'État israélien les avait chassés. Et le Hezbollah n'a fait en réalité que prendre le relais de ces organisations palestiniennes une fois qu'Israël est parvenu à les expulser du Liban. Et elle est restée pour occuper le sud du pays à l'époque. Donc déjà en 1978. En réalité, depuis sa création par les dirigeants sionistes de gauche, l'État israélien est engagé dans une politique fondée sur la colonisation. Cette politique même conduit par l'hostilité qu'elle crée parmi les populations avoisinantes, elle conduit à renforcer les courants les plus extrêmes au sein de la société israélienne. C'est une fuite en avant permanente et qui a fini par faire arriver 2 ministres d'extrême droite au gouvernement. Ces ministres défendent l'idée de coloniser le sud du Liban afin de réaliser le Grand Israël, cette vision d'un État qui s'étendrait jusqu'au fleuve Litanie à une 30aine de kilomètres, du coup, à l'intérieur du territoire libanais. Et l'effacement organisé mené aujourd'hui au sud du Liban, comme depuis 2 ans à Gaza, vont dans le sens de ces visées expansionnistes. Des villages entiers actuellement ont été rayés de la carte. Des maisons, des villas, écoles, couvents, mosquées, églises, tout est dynamité ou démoli au bulldozer. Les terres agricoles sont polluées au glyphosate, même pour décourager la population d'y retourner. Il y a d'autres enjeux territoriaux, stratégiques et économiques qui se cachent aussi derrière les discours autour de la sécurité d'Israël. Il y a le contrôle des ressources en eau du Litanie du sud du Liban, un des plus grands fleuves de la région, et aussi le contrôle des gisements de gaz découverts ces dernières années au large du sud Liban. Donc enfin, il y a un point en plus, en s'attaquant au Hezbollah, qui est affilié au régime iranien, et comme on a vu dans l'actualité, Israël, le régime iranien, il est contre les États-Unis actuellement. Donc Israël rend service aux États-Unis en affaiblissant ce régime qui leur tient tête depuis des décennies. Autant le dire clairement, ni la France ni les États-Unis n'apporteront la paix puisqu'ils sont eux-mêmes à l'origine du problème. Qu'ils soient de droite ou de gauche, démocrates ou républicains, tous les gouvernements de ces pays ont soutenu l'État israélien en invoquant le droit d'Israël à se défendre. Les puissances impérialistes soutiendront leur chien de garde dans cette région, donc qui est Israël, tant que les agissements de ce dernier ne vont pas à l'encontre de leurs intérêts. Donc peu importe les victimes, les destructions ou la colonisation. Mais malgré les armes américaines et la mobilisation de la population israélienne derrière Netanyahou, qui ont permis pour l'instant à l'armée israélienne d'infliger de lourdes pertes au Hezbollah et d'éliminer une grande partie de son commandement, l'État israélien n'arrive toujours pas à venir à bout du Hezbollah. Et pour cause, le Hezbollah n'est pas une simple organisation paramilitaire, c'est un parti de masse, profondément implanté dans une large partie de la population musulmane chiite, donc musulmane chiite du sud Liban. Et c'est pour cela que maintenant Israël s'emploie non seulement à cibler la population chiite pour la punir, mais aussi elle s'est mise à cibler les quartiers chrétiens et musulmans sunnites qui ont accueilli par solidarité les déplacés chiites. Son but, c'est de provoquer une guerre civile interreligieuse, donc contre les chiites. En parallèle, l'État israélien négocie avec les dirigeants chrétiens pour chercher à les faire collaborer à sa politique, en espérant au bout de faire éclater le pays, le Liban, et saper ainsi la base du Hezbollah. Mais si Israël arrive à s'appuyer sur cette tension intercommunautaire qui existe au Liban, ce n'est pas parce que cette tension elle est inscrite dans les gènes des Libanais, ni dans leur religion. C'est avant tout l'héritage empoisonné de la politique coloniale française. Parce que c'est la France qui, en créant le Liban en 1920, a transformé la diversité religieuse de la région en un outil de division pour mieux dominer. Je vais raconter ça. Donc en effet, après avoir mis la main sur la Syrie, l'État colonial français a fait le même calcul cynique que l'impérialisme britannique, j'ai raconté l'impérialisme britannique qui s'est appuyé sur le sionisme pour défendre ses intérêts. L'État colonial français, lui,
face à l'hostilité de la grande partie de la population musulmane, il s'est appuyé sur les aspirations nationales des dirigeants chrétiens du Mont Liban pour créer un État qui soit sous l'influence de la France. Ainsi, sans demander l'avis des populations concernées, le colonisateur français a détaché de la Syrie le territoire du Mont Liban, en y attachant des régions à majorité musulmane tout autour, mais tout en veillant à maintenir une majorité chrétienne. Et pour assurer le pouvoir à ses alliés chrétiens, la France a instauré le confessionnalisme. C'est-à-dire, c'est un système où la religion n'est pas une affaire privée, mais elle est inscrite dans l'identité officielle et détermine les droits politiques de chacun. D'ailleurs, l'appareil d'État lui-même a été bâti sur ces bases et depuis l'indépendance du Liban en 1943 jusqu'à aujourd'hui, le président doit être chrétien, le premier ministre sunnite et le président du Parlement chiite. Donc c'était déjà abject de tracer une frontière entre les populations qui vivaient ensemble et appartenaient parfois aux mêmes familles. Mais le système confessionnel, c'était encore pire, une machine à diviser les Libanais entre eux. Et au moment où les courants les plus progressistes dans la région aspiraient à dépasser les appartenances religieuses, l'impérialisme français a fait exactement l'inverse. Il a renforcé les chefs religieux et ancré les identités communautaires dans les esprits. Et avant Israël qui est en train de jouer sur la corde confessionnelle, ce sont les classes dirigeantes libanaises qui se sont servies de ce système confessionnel afin de diviser aussi et mieux régner. Ce système leur a permis de se construire chacun une base sociale parmi les pauvres de la même confession et qu'ils exploitaient parfois eux-mêmes, mais dont la colère était toujours détournée vers ceux d'autres confessions. Et quand la révolte a éclaté dans les années 1970, réunissant des pauvres de toutes confessions et même des réfugiés palestiniens, les dirigeants chrétiens ont intentionnellement organisé des massacres contre les populations musulmanes. Et les dirigeants musulmans, à leur tour, leur ont emboîté le pas et ils ont fait les mêmes types de massacres au nom de la vengeance. Ils ont ainsi, ces dirigeants, réussi à transformer la colère des exploités en guerre entre pauvres. Pendant 15 ans, on assassinait au checkpoint selon la religion inscrite sur la carte d'identité. On se massacrait entre voisins de quartier, parfois même entre membres d'une même famille. Et derrière chacun de ces seigneurs de guerre confessionnels se trouvaient les grandes puissances et les puissances régionales. La Syrie, Israël, les États-Unis, la France, l'URSS, chacune finançant ses propres milices pour défendre ses intérêts. Ce soutien s'est poursuivi après la guerre, permettant à ces seigneurs de guerre, désormais en costume cravate, de continuer à piller les caisses de l'État depuis leur poste officiel. Donc l'État israélien, dans sa sinistre manœuvre pour faire éclater le pays, ne fait donc que recycler une vieille recette établie par la France et renforcée par les classes dirigeantes libanaises elles-mêmes. Et le Hezbollah, dont le nom signifie parti de Dieu, a aussi contribué au renforcement du confessionnalisme. Je vais prendre un peu le temps pour expliquer un peu ce que c'est ce parti et comment il est devenu un parti de masse. Donc son implantation dans les régions chiites n'avait rien d'automatique, car pendant longtemps ces régions étaient des bastions de la gauche laïque. C'est l'échec des organisations progressistes à offrir une perspective à la population pauvre qui a ouvert la voie au Hezbollah. Et ce parti anti-ouvrier a aussi participé à l'écrasement de la gauche en procédant dans les années 1980 à des assassinats ciblant les dizaines de milliers de militants et de penseurs marxistes. Bénéficiant du prestige du pouvoir iranien chiite qui avait chassé le Shah, le roi pro-américain en Iran, et qui s'est mis à la tête de cette révolution iranienne en 1979, le Hezbollah a gagné le soutien de la population du Sud-Liban chiite, qui continue à subir la pauvreté et les attaques israéliennes. Fort de l'appui financier et militaire de l'Iran, le Hezbollah a exploité le sentiment de vengeance légitime contre Israël, mais pour former des combattants et qui ont réussi à infliger des pertes à l'armée israélienne, la poussant notamment à se retirer en 2000 de la zone qu'elle occupait encore au sud Liban. En parallèle, le Hezbollah a construit des réseaux d'assistance sociale, des écoles, hôpitaux, aide aux familles pauvres, comblant l'abandon total de l'État libanais. Il a ainsi rendu une forme de dignité à une population longtemps marginalisée. Pour beaucoup de familles pauvres du sud Liban, c'est devenu leur parti.
Et mourir au combat est devenu, pour une partie de cette population, une forme de fierté et de sacrifice héroïque, d'autant que l'Iran verse un salaire aux combattants et une compensation financière aux familles. Mais la population pauvre du Liban, y compris chiite, a fini par payer le prix de la politique du Hezbollah. D'abord parce que ce parti est l'instrument de la bourgeoisie chiite, qui a profité de son poids croissant dans la société et au sein de l'État pour s'enrichir. Comme tous les autres partis au pouvoir du Liban, il a renforcé le confessionnalisme pour souder sa base, et ses ministres ont défendu l'ordre existant, celui des banques et des privilégiés, et se sont construits des fortunes sur le dos de la population. La force armée du Hezbollah, véritable État dans l'État, s'est relayée avec l'armée libanaise pour écraser la moindre rébellion sociale. La dernière date de 2019, quand la population est descendue massivement dans la rue contre l'élite corrompue. Le Hezbollah avait alors envoyé ses hommes s'attaquer aux manifestants pour sauver le gouvernement. Cela avant que Macron n'intervienne à son tour pour sauver les élites au pouvoir et dont le Hezbollah faisait désormais partie. Pour justifier son soutien à la politique anti-ouvrière des gouvernements auxquels il participait, le Hezbollah brandissait toujours la nécessité de préserver la résistance et la priorité du combat contre Israël. Et plus les écarts de richesse s'aggravaient au sein de la population chiite, plus le Hezbollah se radicalisait son discours anti-israélien, allant jusqu'à même menacer d'envahir Israël. Cette propagande lui servait à serrer les rangs. Mais elle servait en parallèle aux dirigeants sionistes à souder leur propre population derrière eux. Ainsi, l'un devenait le meilleur recruteur de l'autre. Mais, à la différence du Hezbollah, Israël bénéficie du soutien de la première puissance mondiale et a pu reprendre l'avantage militairement et mettre en place cette politique d'annexion. Donc la politique guerrière d'Israël, au final, ne fera qu'alimenter la colère et envoyer de nouvelles recrues dans les rangs du Hezbollah. Donc, face à ce cercle vicieux de guerre sans fin, de plus en plus de Libanais aspirent légitimement à pouvoir vivre normalement dans leur maison sans devoir tout reconstruire sans cesse et élever leurs enfants sans craindre de les perdre. Certains adversaires politiques du Hezbollah en profitent de ce sentiment pour lui demander de déposer les armes et font placer les espoirs de la population dans des négociations avec Israël en faisant confiance aux garanties du droit international et ainsi de suite. Mais quel répit peut-on espérer avec l'État israélien ? Surtout qu'il est de plus en plus dominé par le courant sioniste les plus extrémistes. Sur quel droit international compter quand jamais une résolution de l'ONU n'a été respectée quand elle allait à l'encontre des intérêts des grandes puissances et Israël ? Et enfin, quelle paix durable peut-elle exister dans un pays qui reste depuis des décennies une arène d'affrontement entre puissances régionales et impérialistes ? Le Liban est pris entre des enjeux qui le dépassent largement. Rivalité entre l'Iran et les États-Unis, lutte pour le contrôle du Moyen-Orient, tensions croissantes entre grandes puissances dans un monde qui s'enfonce davantage vers les conflits généralisés. Tant que les grandes puissances continueront à considérer le Moyen-Orient comme une zone stratégique à contrôler, les peuples de la région continueront à payer en sang, en destruction et en guerre. C'est pourquoi tous ceux qui sont révoltés par ce que subissent les populations au Liban et au Moyen-Orient doivent se fixer l'objectif d'en finir avec la domination des capitalistes sur la société. Et c'est pour cela qu'il est urgent d'œuvrer pour que les travailleurs prennent enfin le pouvoir. C'est la seule classe capable de sortir l'économie de la logique de prédation et de guerre. Et c'est nous, ici, qui vivons dans les citadelles des grands groupes capitalistes, qui avons un rôle déterminant à jouer pour le sort des populations du Moyen-Orient. Et la prise du pouvoir par les travailleurs ne pourra se faire qu'à travers des révoltes, et celles-ci peuvent éclater partout sur la planète. Le Moyen-Orient peut lui aussi devenir l'un des foyers de cette explosion sociale, et qui sait, peut-être le début de la révolution mondiale. D'ailleurs, des révoltes d'ampleur au Moyen-Orient, il y en a toujours eu, et pas seulement dans les années 70, comme j'ai expliqué. En 2011, la révolte contre la dictature de Ben Ali en Tunisie a parcouru l'Égypte, la Libye, puis la Syrie et le Bahreïn. Même Israël a connu en 2011 de fortes protestations. En 2019, quelques mois après l'éclatement de la révolte en Algérie contre Bouteflika, les Libanais de toute confession se sont à leur tour rebellés et se sont retrouvés côte à côte dans les manifestations contre la corruption généralisée. Donc malgré toutes les divisions entretenues par les dirigeants, la solidarité a toujours fini par réapparaître entre révoltés. Mais à chaque fois,
Les travailleurs du Liban n'ont trouvé sur leur chemin que des partis se prétendant communistes, mais qui ne proposaient pas d'autre politique que celle des dirigeants bourgeois. Il fallait que les travailleurs taisent leur intérêt de classe au nom de la priorité de la défense nationale. Ces faux partis communistes ont contribué à laisser les générations de jeunes révoltés se ranger tel ou tel dirigeant bourgeois et leur politique, renforçant le nationalisme et le confessionnalisme, opposant les exploités les uns aux autres. C'est exactement l'inverse qu'il faudrait. Une politique qui transforme le sentiment d'un sort commun entre exploités en une conscience de classe. Une conscience non seulement qui sont liés par des intérêts communs, mais aussi une conscience qu'ils constituent la seule force capable de changer le sort, enfin leur propre sort, mais aussi toute la société. Cela n'est possible qu'à condition que les travailleurs se battent derrière leurs propres intérêts de travailleurs, c'est-à-dire avec leur propre politique et non derrière la politique des dirigeants bourgeois. Et non seulement parce que ces dirigeants se retourneront un jour contre eux pour les écraser, mais aussi parce qu'ils mèneront les travailleurs dans des impasses, y compris pour les questions comme celle de la lutte contre Israël. Et c'est ce qu'on vient de démontrer justement les politiques des classes dirigeantes au Liban, que j'ai expliqué. Donc seuls les travailleurs sont à même de proposer une politique capable, y compris en Israël, d'affaiblir le sionisme. Et cela en cherchant à attiser les contradictions de classe aussi en Israël. Car oui, même là-bas, les travailleurs payent les conséquences du capitalisme. Le sionisme ne leur apporte ni sécurité ni avenir, seulement des guerres sans fin dont eux-mêmes payent le prix matériellement et en se retrouvant dans une société toujours plus réactionnaire et qui les transforme en soldats sanguinaires. Pour sortir de ces impasses, les travailleurs de la région auront à se débarrasser de ce poison nationaliste sous toutes ses formes. Cesser de raisonner en tant que juifs, musulmans, libanais, palestiniens ou arabes. Ces identités qui n'ont fait que les placer à la remorque de dirigeants qui ne peuvent les mener que vers des impasses sanglantes. Les travailleurs auront à raisonner en tant que travailleurs, la seule classe capable d'apporter une autre perspective et d'en finir avec le capitalisme et ses ravages. Eh bien, nous allons commencer ce débat. Donc, si vous souhaitez intervenir, j'ai le micro, je viens à vous, ou vous vous déplacez, c'est comme vous voulez. Et par ailleurs, si vous intervenez au nom d'organisations politiques, présentez-vous, bien sûr, et de préférence une intervention par organisation, de manière à ce que la parole circule. Je vous remercie. Oui. Alors, c'est juste pour rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit le camarade. C'est toi qui le tiens. Moi, ce qui m'a touché quand même au Liban, c'est la révolte de 2019. Et il en a parlé. Ce qui était quand même marquant dans cette révolte, c'est que justement, depuis la guerre civile, les Libanais étaient divisés par rapport à leur communauté, chacun derrière son dirigeant ou le chef de son clan. Et là, c'était la première fois en fait que depuis des années que près de 2 millions de Libanais se sont retrouvés ensemble dans la rue. Juste la proportion, les Libanais, c'est 4 à 6 millions si on prend les réfugiés syriens. Donc presque un tiers de la population dans la rue, avec le slogan « Tous, ça veut dire tous ». Donc on est tous contre nos dirigeants de communauté. Donc c'était quand même une première fois que les Libanais s'étaient unis contre tous leurs dirigeants. Voilà, donc c'était quand même un événement marquant, une explosion qui, dans un autre contexte, si avec la présence effectivement de partis communistes révolutionnaires pour orienter, donner une boussole au mouvement, aurait pu aboutir à quelque chose de plus puissant encore. Très bien. Il y avait une autre intervention. Tu peux venir ? Tu tiens le micro. D'accord. Une intervention d'un camarade du groupe marxiste internationaliste, dont vous pouvez voir le stand là-bas et puis rejoindre le forum lundi matin sur cette question de la guerre qui est décisive.
Notre forum en traitera aussi, et on pense qu'au Liban, il faut être très très clair pour les révolutionnaires aujourd'hui. Si on est internationaliste, il faut avoir l'analyse que le camarade n'a pas mentionnée, mais je pense que ce n'est pas qu'une erreur, c'est pas une erreur, un oubli de sa part, c'est que la question d'Israël, du sionisme, n'est pas juste une idéologie. C'est l'État régional, colonial, oppresseur, dont il faut dire qu'il ne pourra qu'être balayé par la révolution socialiste dans la région, pour établir une fédération socialiste du Proche-Orient avec des gouvernements ouvriers et paysans dans la région, et que c'est un des ennemis ou l'ennemi principal des travailleurs. Tous les partis en construction doivent prendre cette position-là, partir de là, notamment pour unir Palestiniens, Kurdes, Libanais, Syriens, Juifs, ouvriers juifs, avec la vocation de dire le sionisme nous oppresse, le sionisme opprime, c'est l'État colonial qu'il faudra, comme Lénine l'expliquait d'ailleurs, liquider par l'autodétermination et évidemment par la révolution. Et de ce point de vue-là, il faut que les camarades éventuellement de lutte ouvrière viennent à notre forum pour en débattre, mais répondre à la question suivante. Je pense qu'il faut se dire que faire ici quand on est une organisation des militants révolutionnaires en France contre notre propre impérialisme pour faire valoir cette position de dire droit au retour des Palestiniens, arrêt des massacres, arrêt des bombardements, retour de nos troupes, retour du porte-avions de Gaulle, fermeture des bases, retour des troupes françaises dans la finule. Comment fait-on ? Eh bien, si on est implanté, comme les camarades de Hello le sont, mais comme tout militant doit l'être, dans un syndicat, notamment la CGT par exemple, qui a des bases fortes dans l'industrie d'armement, il faut combattre pour un front unique et des comités qui exigent boycott du transport des armes, boycott de la production d'armes. C'est une campagne révolutionnaire internationale à mener partout, en France comme ailleurs, qui permettrait d'être un appel d'air pour les masses au Liban comme dans la région, et de cibler Israël pour qu'il arrête de bombarder et il arrête le massacre en partenariat avec l'impérialisme français et américain. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Alors, ma question c'est, pour un marxiste-léniniste libanais, qu'est-ce qu'il faut faire dans le court terme ? Est-ce qu'il faut supporter l'idée de forcer Hezbollah à céder leurs armes comme le font les Occidentaux ou non ? Qui il faut supporter en fait ? Merci. C'est clair. Bon. Je pense que ça peut être répondre. Oui, donc pour commencer juste par rapport à une petite continuer un peu ce que disait la camarade par rapport à la révolte en 2019. Voilà, ce qui manquait là-dedans, enfin justement les travailleurs ils sont retrouvés sur les places publiques, ils ont dépassé le confessionnalisme, mais ce qui manquait c'est de la conscience d'être des travailleurs et d'être une force en tant que travailleurs. Parce que justement, tous les partis qui sont retrouvés dans ces mobilisations, ils ont emmené les travailleurs dans des voies de garage, dans des impasses. Il faut des élections, faire confiance à un bon gouvernement, à des ponts parlementaires, tel parti ou tel parti. Et justement, là-dedans, que les travailleurs, il faut pas qu'ils se rangent derrière ces dirigeants nationalistes, enfin des dirigeants, enfin d'autres partis qui sont pas leurs partis, qui résonnent avec leurs intérêts. C'est ça qui a manqué. Par exemple, enfin en 2019, c'était en plus la crise de la livre libanaise qui a perdu 80 fois sa valeur en quelques mois. Les personnes, ils ont vu leur salaire divisé par 10, leur niveau de vie. Donc c'était un effondrement et la question c'était mais où est parti l'argent ? Et toutes les banques disent bah maintenant il y a plus d'argent. Et d'ailleurs les banques elles ont nous enfin tout le monde, vous et moi, on met de l'argent en banque en disant voilà j'ai de l'argent en banque, je suis pas très assuré. Et les Libanais aussi ils le pensaient. Sauf que quand c'est devenu la crise financière, les banques elles ont mis la main sur l'argent des Libanais. Elles voulaient des dollars, bah tous les dollars interdit de les sortir. Et voilà, bah là on voit ce que c'est le capitalisme. Rien n'est acquis. Tout le monde, enfin, on peut croire qu'on peut vivre dans ce système et il respecte rien. Et c'est une guerre à mort avec ces gens-là.
Et là, ce qui a manqué en 2019, c'est que les travailleurs se disent, bah voilà, qui peut contrôler l'argent, qui peut voir où voir l'argent? Là, c'est les travailleurs, c'est eux qui sont partout dans le circuit de l'économie, c'est eux qui font tourner, même y compris les banques. Et c'est ça qui a manqué. Et du coup, c'est les programmes de ces partis bourgeois, hein, on va dire ça comme ça au Liban, qui derrière lesquels les travailleurs étaient entraînés, et c'était des impasses. Donc pour revenir à l'intervention de camarade de GMI, alors je sais pas à quelle heure t'es arrivé au niveau du débat, parce que tu dis que moi j'ai pas dit qu'il faut l'union des travailleurs au Moyen-Orient pour faire une révolution. Bah c'était tout l'axe jusqu'au bout. Alors mais bon, je vais quand même, je suis pas d'accord avec un certain nombre de choses. Bien sûr, je suis d'accord que oui, il faut la révolution mondiale, il faut une fédération socialiste des ouvriers, des travailleurs de tout le Moyen-Orient. Mais c'est là où je suis pas d'accord déjà avec toi sur un point, c'est que toi, dans ton intervention, tu tapais sur le sionisme. Et là, au fait, moi je pense qu'il faut voir derrière le sionisme, bah, c'est l'impérialisme. Et même, y compris pour les peuples dans la région, pas juste nous. Hein, parce que ça, c'est ça qu'on manque de le dire. Parce que là, on est en France. Il faut aussi parler de l'impérialisme et pas juste faire la propagande contre le sionisme. Bien sûr, il faut faire la propagande contre le sionisme, mais aussi l'impérialisme français. La constitution même du Liban. Imaginons qu'il n'y a pas le problème israélien. Le Liban, comment il a été construit? Il a été construit pour. Ça peut pas marcher ce pays. Ils ont donné du poids tout de suite à des chefs. Et ces chefs, ils ont chacun, du coup, il avait une communauté derrière lui, il avait ses armes. Pourquoi même faire un État? Même économiquement, maintenant il y a une crise de l'électricité au Liban. Le Liban, il donne pas d'électricité 24 heures sur 24. C'est pas parce qu'il manque d'argent, manquait pas d'argent, mais parce qu'il y a plein de réseaux parallèles. Chaque chef, il a même mis des générateurs privé pour faire son business, pour alimenter l'électricité. Donc pourquoi passer par l'électricité du pays, enfin officielle? Parce que ça leur permet pas de s'enrichir comme ils s'enrichissent en tant que dirigeants qui cherchent chacun au fait son propre intérêt. Et là-dedans justement, quand tu dis que voilà, il faut la révolution, mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que les travailleurs, pour faire la révolution au Moyen-Orient, et je t'ai pas entendu le dire, ils pourront pas la faire derrière tous ces dirigeants qui sont dans le pays. Et justement, ces dirigeants utilisent le sionisme comme argument, voilà, y compris ces mêmes dirigeants, ils s'aplatissent avec l'impérialisme et ils sont des copains avec les impérialistes et ils appliquent toute la politique des impérialistes. Donc, il faut quand même dire les choses. Complètement que oui, les travailleurs du Moyen-Orient, ils auront à se battre, à dépasser toutes les divisions, mais aussi se battre en tant que travailleurs derrière leur logique de travailleurs. Boire un peu d'eau. Et par rapport au point sur le boycott, alors boycott, ça veut dire quoi? Parce que bien sûr, moi, quand je vais dans un supermarché, je me jette pas sur les produits israéliens. Je sais pas si cette campagne de boycott, parce que faut quand même parle sérieusement. Hein, quand même, la question est tellement grave. Les clients d'Israël, c'est pas toi et moi. C'est l'État français, c'est la technologie dans l'électronique, l'informatique, des armes. C'est les États qui soutiennent Israël. Donc bah quoi, on va appeler l'État français de boycotter Israël. Tu vois. Bon, bah je sais pas si c'était ça à ton idée, mais moi je vois que c'est pas logique. Mais voilà, pour par rapport à ce que l'intervention du camarade, par rapport à la question sur le Hezbollah, non, enfin justement, la question c'est pas céder les armes ou pas céder les armes. Le problème c'est qui porte les armes et dans quel objectif. Et c'est ça dans quoi crèvent les Libanais et même les populations du Moyen-Orient, c'est de se faire embarquer derrière des dirigeants. Là, je prends l'exemple je parlais du 7 octobre 2023. Enfin, quelqu'un qui Netanyahou en Israël, il était vraiment dans une gros problème face à toutes les protestations. C'était des centaines de milliers de personnes.
imaginez Netanyahu à l'époque, il allait dire allez venez, je vais vous embarquer dans une guerre au Liban, au Gaza. Personne ne l'aurait suivi parce que, enfin, on peut imaginer tous les gens détestaient Netanyahu. Et là, ces dirigeants, en l'occurrence c'était le Hamas, bah eux, ils avaient leur plan de comment moi je vais faire pour avoir une place dans cette région sur la table des négociations qui sont en train d'être faites entre Israël, les grands pays de la région. Et leur façon de faire, c'est de s'attaquer, de faire les attentats comme qu'ils ont organisés, et en méprisant totalement, mais qui sont en train de massacrer en Israël. C'était y compris des personnes qui parfois soutenaient les Palestiniens, voulaient les aider. Donc voilà, c'est d'avoir conscience quand même que c'est des impasses dans lesquelles ils sont en train de mettre la population de la région, tous ces dirigeants, et c'est pas une question d'armes, c'est avec ces armes qu'on cherche qu'on cherche à s'adresser à tous les travailleurs qui sont autour de nous, qui soient alliés avec nous, dans le pays, mais aussi tous les travailleurs dans l'autre pays en face. Voilà, je vais m'arrêter là, puis on reprend un autre tour de questions. Pardon, oui, merci. Bonjour, j'ai pas de questions à poser, mais je voulais quand même faire une remarque. Le paradoxe, c'est que les Libanais sont l'instrument de l'impérialisme français et plus largement occidental en Afrique noire. Donc là-bas, bon, moi, d'après ce que je sais, quand ils arrivent en Afrique, et là actuellement ils continuent à arriver puisque ils fuient leur région qui est en guerre. Ils ont signé des conventions qui leur permettent d'accéder à des prêts bancaires là où les populations locales ne peuvent pas. Et de fait, elles deviennent comme des colons en Afrique, au même titre que les Européens. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il y a d'autres questions ? Ouais. Je trouve que c'est un peu contradictoire de croire que le boycott ne sert à rien alors que il y a tout le discours que les travailleurs ils font changer les trucs, alors que d'un coup boycott c'est le plus important, où on dépense nos argent c'est plus important, et c'est l'État qui a tout ce pouvoir. Alors enfin c'est quand même c'est comme ouais, enfin je pense il y a quand même c'est quand même que les travailleurs ils ont un peu de pouvoir, pas beaucoup, enfin c'est pas beaucoup, mais je pense que ça peut changer quand même de trucs. D'autres interventions ? Par rapport au paradoxe, c'est pas un paradoxe. C'est il y a des classes sociales partout, y compris au Liban, justement, et ceux qui arrivent à partir et arriver jusqu'en Afrique, une bonne partie en tout cas, peut-être qu'ils ont les moyens de partir, ils ont moyens d'arriver là-bas. Et en effet, c'est pour ça que c'est pas une question de nationalité, c'est une question de classe sociale, et je pense que si en Afrique il y a aussi des Africains tel pays du Gabon qui viennent en France et qui font leur vie en France, et puis ils participent aussi dans la spéculation et dans tous les problèmes. Et c'est pour ça tous les problèmes des travailleurs partout dans le monde sont les mêmes, et on a les mêmes ennemis qui sont les capitalistes au fait. Et en effet, t'as bien fait de le mentionner, pardon. Alors, par rapport à la question du boycott, moi, je voulais surtout mettre l'accent sur le fait que Israël, déjà économiquement, son commerce, etc., surtout, ça dépend de ses industries. C'est les États qui sont, et des grandes entreprises qui sont clientes. Donc, du coup, comment on fait pour, y compris dans ces entreprises-là, des grandes entreprises qui font avec Israël, comment on pourrait faire pression, même si on veut faire pression, tu dis par le pouvoir d'achat, moi je pense pas que on a beaucoup de pouvoir en tant que consommateur. Voilà.
Mais moi, je pense que la pouvoir des travailleurs, c'est d'être ceux qui font tout tourner, tout transporter, tout fabriquer. Et d'ailleurs, on l'a vu quand il y a eu une grève de dockers à côté de Marseille pour empêcher la livraison d'armes à Israël. Et il faut savoir que la France, c'est le premier fournisseur de matériel européen, en destination d'Israël, et le matériel qui lui sert pour l'armement. Mais moi, ce que aussi j'ai envie de discuter par rapport au boycott, tous ceux qui nous parlent de boycott, parce que c'est aussi une campagne politique. Et moi, je l'entends de la bouche de bien partis de gauche, j'ai en tête France Insoumise, ce genre de parti. Commençons alors, si on veut être cohérent. Tout ce que fait la France dans le monde, en Nouvelle-Calédonie, l'intervention française au Mali, pareil, pour dire qu'on va aller se battre contre le terrorisme, tous les soutiens que fait l'armée française et l'État français à tous les dictateurs dans le monde. Commençons par boycotter notre propre État. On les a ici sous la main, les entreprises françaises. Voilà, mais c'est pour ça que je trouve que c'est pas cohérent. Et du coup, ça mène justement toute la discussion sur le fait que on parle plus des travailleurs, la force des travailleurs, et finalement, on s'identifie plus, on voit plus cette force qu'on a. Et l'autre idée aussi que je j'aime pas dans le boycott, c'est que finalement, on parle pas des travailleurs qui sont en Israël, parce que comment c'est perçu par les travailleurs israéliens le boycott? Moi, je me demande. Et puis ceux qui travaillent en Israël, il y a aussi il y a 2 millions de pauvres en Israël. Il y a y compris des Arabes, des Palestiniens qui vivent en Israël. Il y a des Palestiniens qui jusqu'au 7 octobre 700 000 qui allaient travailler en Israël. Donc quand on boycotte, comment ça va être vu par ces personnes qui travaillent en Israël, et c'est là où c'est aussi quelque chose que utilisent aussi les dirigeants israéliens. Moi, je pense que c'est une politique au final qui revient, comme j'ai décrit dans l'exposé, ça finit par renforcer les dirigeants sionistes en Israël. Ils en ont rien à faire des campagnes de boycott. Le soutien même des États-Unis. Mais c'est pas une question de manger chez McDo ou pas manger chez McDo. Les États-Unis, ils leur filent de l'argent. Il vient de partout, de toute l'exploitation qu'ils font de les entreprises américaines, l'État américain, la guerre qu'il fait aux quatre coins du monde. Et quand il veut investir dans un État comme Israël pour qu'il l'aide, il l'aide. Et il le fait pour l'Égypte aussi. Les États-Unis, c'est le deuxième pays dans la région qui reçoit de l'aide américaine. Et ça, c'est pas un problème d'Arabes ou d'Israéliens ou de musulmans ou de Juifs. C'est ça qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que l'État israélien, c'est pas le boycott qui va le gêner. Ce qui va, par contre, qu'il va craindre, c'est que les travailleurs israéliens, que la population israélienne, arrête de se ranger derrière eux. Et c'est ça dont ils ont besoin, en fait, ces dirigeants. Et c'est pour ça que c'est une impasse, même le boycott, par rapport à ce point-là. Et qu'il faut au contraire qu'on réfléchisse. J'ai pas de solution parce que je suis pas nécessairement là-bas, mais voilà comment on trouve le moyen de s'adresser aux travailleurs de l'autre côté, parce que eux aussi ils n'ont pas envie de voir leurs enfants mourir. Qu'est-ce qu'ils vont gagner les Israéliens si le Liban est colonisé? Un travailleur qui travaille, je sais pas, en prenant quelqu'un qui travaille à l'hôpital de Haïfa. Et avec des collègues d'ailleurs qui sont souvent des Palestiniens. Qu'est-ce qu'ils gagnent de tout ça? Il y a des baisses du budget pour l'hôpital. Il y a les salaires qui augmentent pas, les prix qui augmentent, une ambiance avec les collègues qui finalement ils arrivent même plus peut-être à aller réclamer ensemble une augmentation. Toute cette politique-là des sionistes, elle est contraire aux intérêts des travailleurs israéliens. Et c'est ça qu'il faut qu'on ait en tête, et c'est ça qu'il faudrait qu'aussi soit l'objectif. Oui, moi je voudrais, pour intervenir dans le sens du boycott, et puis finalement, comment enfoncer un coin entre justement la classe ouvrière et la population en général israélienne et ses dirigeants. Ces dirigeants qui les mènent dans une impasse. Bon, déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2021, ça nous paraît très loin parce que depuis 2023, il s'est passé beaucoup de choses.
Il y a eu une révolte à Jérusalem qui s'est étendue ensuite à l'esplanade des mosquées. Et pour la première fois dans l'histoire des Palestiniens, il y a eu une révolte conjointe à la fois des Palestiniens qui vivaient à Jérusalem, qui vivaient dans les territoires occupés, qui vivaient y compris dans les camps de réfugiés, mais y compris en Israël. C'est la première fois qu'on a vu massivement la jeunesse palestinienne, israélienne, descendre dans la rue. Et ça, c'était inédit, parce que justement, et il y a eu des attaques de colons contre les jeunes Palestiniens d'Israël, un Palestinien israélien d'Israël. Exactement les mêmes scènes qu'on voit aujourd'hui en Cisjordanie. Mais sauf que les Israéliens, en 2021, ils n'étaient pas habitués à ces scènes. Et ça il y a eu un mouvement d'opinion pour dénoncer ces attaques de colons, pour être solidaire de la jeunesse palestinienne, pour pas. Eh bien, ça, c'était justement, il y avait un levier, là, il y avait une possibilité, justement, d'unir, à travers ces sentiments, à la fois, les travailleurs israéliens, les Palestiniens, et puis, la population palestinienne de toute la région. Eh bien, c'est à ce moment-là, justement, parce que la révolte a été partie de la base, c'est pas les militants du Hamas qui en étaient à l'origine. On était à la veille d'élections présidentielles d'ailleurs, qui ont jamais eu lieu depuis 2006 en Palestine. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'a fait le Hamas pour reprendre la main, pour chapeauter ce mouvement qui était un mouvement qui était en train de devenir un mouvement de masse parti de la base? Eh ben, il a lancé des roquettes sur Israël. Et ben les Israéliens qui se sont retrouvés dans les caves à se protéger, etc. Les sentiments qu'ils avaient, disparu. Et puis, dans ce jeu-là. À partir du moment où on transforme un affrontement social, un affrontement politique en un affrontement entre appareils militaires, les populations, elles ont plus leur mot à dire. Et c'est ça la politique du Hamas, c'est ça la politique d'Israël, c'est ça la politique du Hezbollah. C'est transformer ça en un affrontement militaire où la population soit elle s'embrigade, parce que le Hezbollah, il est pas total, tout le monde n'est pas pour le Hezbollah, y compris dans la population chiite. C'est pas vrai. Les sentiments de la population vis-à-vis de ce mouvement, ils ont varié. Même dans l'année qui vient, ils ont varié. C'est mouvant. Et ce qui renforce le Hezbollah, à chaque fois, c'est la politique d'Israël. C'est je bombarde. Quand il y a eu l'attaque sur l'Iran en 2000, récemment, la population, elle voulait pas d'une attaque du Hezbollah. Elle voulait pas qu'il y ait une réplique du Hezbollah. Alors c'est vrai que pendant 1 an et demi, il n'y a pas eu 14 mois. Le cessez-le-feu n'a pas été respecté. Le Hezbollah n'a pas bougé. Mais quand il y a eu 3 roquettes, quelques missiles lancés sur Israël par le Hezbollah, la population au Liban, y compris chiite, elle en voulait au Hezbollah. Et aujourd'hui, ces sentiments, ils ont changé. Parce que, effectivement, vu les massacres d'Israël, ça peut pas être autre chose. Donc, quel levier, par quel chemin la population, aussi bien en Israël, au Liban, en Palestine, dans tous les États en réalité, en Syrie aussi, comment elle peut échapper à leurs propres dirigeants? Et c'est là où on peut pas se contenter de cibler le sionisme. Parce que oui, il y a l'impérialisme, oui, il y a les sionismes, mais il y a aussi toutes les classes dominantes locales, leurs appareils militaires. Voilà, les peuples, ils sont prisonniers de ça. Et ces États qui se sont constitués, finalement, c'est des rouages de l'impérialisme, des éléments. Des fois, ils s'affrontent, des fois, ils s'entendent. Eh bien, ils doivent justement avoir leur propre politique. Et le boycott, ça a l'air d'être une bonne idée. Franchement, c'est un geste simple, on peut faire des choses, etc. Mais en réalité, ça désarme. Ça fait diversion, ça dédouane les vrais responsables. Donc non, le problème c'est l'armement, mais d'abord l'armement politique des travailleurs des part et d'autre de tous les États qui existent aujourd'hui. Parce qu'en Israël, la population c'est pas un bloc. La population, elle est elle est fractionnée, elle est fracturée. Mais quand il y a la guerre, on se tait. Ici en France, on n'a pas connu la guerre depuis longtemps, c'est-à-dire touché dans le territoire. Bon. Mais rappelez-vous les attentats de 2015, pour ceux qui ont vécu, les plus jeunes, ils étaient un peu petits, ceux qui ont 15 ans. Mais rappelez-vous, le climat qu'il y avait d'union nationale, on pouvait pas critiquer, on pouvait pas dire rien du tout. C'était que des attentats, entre guillemets, qui avaient fait des dizaines de morts, et les hôpitaux étaient saturés. Mais là, l'attentat du 7 octobre, voilà. Et la guerre, ça soude les exploités avec leurs oppresseurs. C'est ça, il faut désigner les oppresseurs. Il faut vraiment que les travailleurs s'arment. Alors il n'y a pas de solution, mais le boycott, il va pas dans ce sens-là.
Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Il y a quelqu'un qui avait tu veux intervenir? Bonjour, moi c'est du coup Anne du NPA Révolutionnaire. Du coup, en fait, je voulais revenir sur cette question du boycott qui était vachement intéressante. En fait, c'est vrai que le boycott, c'est pas un outil pour nous qui est super, parce que c'est vrai que c'est un outil qui est vachement utilisé en fait par la gauche réformiste actuellement pour dire aux gens de pas consommer tel produit, par exemple McDo, ou aller à la BNP parce que ils financent la guerre voilà, par rapport à Israël et tout. Ils financent aussi des groupes par exemple Lafarge et avec l'État islamique et tout machin. Mais en fait, le problème, c'est que toutes les entreprises de ce monde sont capitalistes. C'est le système. Donc en fait, c'est difficile de pas consommer du tout. En fait, on va pointer du doigt telle entreprise, mais en fait, toutes les entreprises vont à un moment donné financer une cause qui n'est pas celle des travailleurs. Donc c'est pas possible. Et en fait, il y a aussi vachement l'idée, il y a ce truc aussi où tu disais, c'était toi du coup, que le boycott, en fait, il était un arme anti-travailleur. Alors, peut-être je nuancerai plus, mais c'est vrai que en fait, ça ne permet pas aux travailleurs de lutter contre son propre impérialisme ou contre des guerres, etc., etc. Mais en fait, si si les travailleurs s'organisent et empêchent du coup que les armes soient livrées à tel pays, tel État qui fait une guerre, c'est une forme, alors je vais pas dire de boycott, mais c'est une forme de, en fait, ils ont pas la possibilité d'utiliser ces armes-là. Mais après, il faut que les travailleurs aussi s'unissent. Et mais après, vu que c'est aussi une politique qui vient de l'État, il suffit aussi que la population, elle, sorte dans la rue, elle manifeste et qu'elle s'organise dans les entreprises et lutter contre, leur propre impérialisme, que la France aide Israël et tout. En fait, ça va au-delà des travailleurs, c'est toute la population qui doit se mobiliser pour mettre une pression à l'État pour qu'il ne puisse pas aider ensuite les entreprises ou même participer à une politique de livraison d'armes, etc., contre un pays en guerre, quoi. Voilà. Avant le premier, GMI, groupe marxiste internationaliste. Je crois que c'est son copain, il va intervenir. Tu veux répondre là-dessus? Vas-y, si tu veux intervenir. Tu veux intervenir? Oui. Viens ici. Tu es de la même organisation que ton camarade à côté ou pas? Non. Ok. Première chose, la question de l'impérialisme français, entre autres, eh bien, il faut savoir que c'est l'État colonial, justement des années 20, qui avait gagné la guerre en tant que camp impérialiste qui avait gagné contre les autres, qui a instauré, qui se disait laïque à ce moment-là, qui a continué à se prétendre laïque, qui a organisé dans les pays colonisés, et la même chose pour le statut musulman en Algérie, entre parenthèses, le racisme dans les colonies françaises, dans les départements français. Donc la première chose, tout mouvement, c'est troupes françaises, impérialisme français, hors d'Afrique et partout. Premier élément. Deuxième élément, vous avez évoqué tout à l'heure l'insatisfaction, les sentiments opposés aussi bien des populations palestiniennes que juives, israéliennes. Et bien justement, c'est sur cette base-là qu'il fallait construire un programme politique, parce que le parti, c'est le programme, n'est-ce pas, Lénine? Donc, à aucun moment, je n'ai vu avancer par vos camarades des éléments du programme qui pourraient correspondre aux intérêts des travailleurs palestiniens, entre parenthèses, fin des colonies, arrêt aussi des interventions, puisque les soldats israéliens sont des citoyens soldats, arrêt de l'intervention militaire, et d'ailleurs il y a eu des mouvements qui ont existé, et à mon avis c'est tout à fait possible de le relancer, ce mouvement-là. Arrêt des interventions, grève de l'armée, etc., et mouvements antimilitaristes partout. On va conclure parce qu'il reste très peu de temps. Allez. On va conclure. On n'a pas tout dit. Oui. Ok. Bon, alors la camarade du NPA,
Bon, du coup, elle est pour le boycott final, si j'ai bien compris, mais par l'État français. Mais en fait, le truc qu'il faut avoir en tête, c'est que en fait, toute l'économie transpire le sang. Tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on mange. Parce que il y a la guerre au Liban, mais partout c'est l'exploitation, partout c'est les guerres. Donc boycotter quoi? Enfin, moi je pense que je vous dis, s'il faut déjà commencer par faire la pression sur l'État français, il y a plein de sujets aussi. Il n'y a pas que le soutien qu'il fait à Israël, c'est ce que fait notre impérialisme. Et de faire croire qu'une des manifestations pour en faire arrêter une politique d'un pays comme la France, non, il faut un grand rapport de force. Il faut que les travailleurs prennent le pouvoir. Et c'est là où justement, il suffit pas de dire il faut lutter, parce que les luttes elles vont arriver. Là, de toute façon, on l'a vu au Moyen-Orient, il y en a toujours eu. Et le problème, c'est là-dedans que les idées soient claires pour les travailleurs quand ils veulent se battre. Et justement, toutes ces idées qu'on cherche à défendre, même tout le programme que l'autre camarade a dit, bon, la fin des colonies, l'arrêt des interventions, anti-militarisation, tout ça, tout le monde peut le dire. Enfin, y compris même de Macron, il peut dire on est contre les colonies. Enfin, voilà, tout le monde peut le dire. La question, c'est que les travailleurs là-dedans, quand ils se battront, qu'ils aient conscience qu'ils sont leurs ennemis et qu'ils sont leurs alliés. Et c'est ça, moi, que j'entends jamais dans les interventions du NPAR ou de le dire. Notre ennemi, déjà, bien sûr, c'est l'impérialisme français, et pas juste parce qu'il soutient Israël, mais c'est parce que c'est l'impérialisme qui est responsable de tout ce qui se passe dans le monde. Et aussi de le dire que les travailleurs partout dans le monde, il va falloir qu'on se batte contre, pas derrière des dirigeants bourgeois, pas derrière qu'on se fasse pas avoir par les slogans qu'ils vont nous mettre. Ils vont nous faire des beaux slogans, des beaux projets, comme ici on en font des beaux projets en France les partis réformistes. Non, il faut que les travailleurs gardent en tête là je peux dire, c'est même c'est la classe ouvrière, elle est pas pareille comme les bourgeois. Ils ont d'autres méthodes, ils ont d'autres intérêts, ils réfléchissent différemment. Et ça, dans toutes les luttes, dans toutes les grèves, on peut le voir. Et donc pour conclure, tu veux dire un mot? Oui, voilà, justement pour conclure, pour dire voilà un dernier mot. Donc voilà, je l'ai déjà dit pas mal de choses. Voilà pour nous, voilà, ce qui compte, c'est que qu'il y ait des militants partout, en France, au Moyen-Orient, qui reprennent à leur compte ces idées qui permettront aux travailleurs qui finiront sans doute à se révolter un jour, de reprendre le chemin de la lutte de classe et de renforcer la confiance des travailleurs dans leur propre force. Et nous, ici, bien sûr, il faut qu'on le fasse, et partout dans le monde. Et ce sera le seul moyen par lequel les travailleurs pourront se défendre et apporter une autre perspective à l'humanité. Voilà, merci. Voilà, ce débat est terminé. Merci.